Mesdames et messieurs, chers collègues, notre honorable assemblée est réunie ici pour la soutenance de thèse de Madame Androniki Barla. Le sujet, le titre, l'obligation canonique du célibat des ministres vers 380 en Occident et en Orient. Comparaison entre les traditions orientales et occidentales. Donc, bienvenue à vous tous. Notre jury est composé de nos deux collègues qui ont rédigé les pré-rapports, l'archiprêtre Père Valentin Asmus et l'archimandrite Père Sava Toutounov. Monsieur Ibel est le directeur de thèse, vous le connaissez, hein, et on m'appelle de temps en temps à la rescousse pour compléter le jury. Marcel Metzger, ça fait à peu près 10 ans que je suis à la retraite. Et voilà, et puis, de temps en temps, alors oui, on m'a demandé de recommencer l'éméritat pour pouvoir participer à ces soutenances de thèse. Voilà. Vous avez maintenant la parole pour nous présenter la thèse. Père professeur, mesdames et messieurs, ma thèse doctorale porte le titre « L'obligation canonique du célibat des ministres vers 380 en Occident et en Orient ». Comparaison entre les traditions orientales et occidentales. La motivation pour le choix du sujet est en relation avec l'importance du clergé dans l'Église. Le clergé, évêques, prêtres et diacres sont les porteurs de la succession apostolique dans chaque Église locale par la continuité de l'expérience authentique du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. Cette importance du clergé s'exprime à travers toute l'existence de l'Église et le célibat des prêtres, comme une des manifestations de cette importance, se trouve au centre de réflexions, discussions et réglementations dans la vie de l'Église depuis le premier siècle du christianisme. Pour mieux comprendre la situation canonique avec le célibat dans l'Église, il est nécessaire de bien représenter la genèse de cette institution qui a été en formation au IVe siècle. Pourtant, en Grèce et en général dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas d'études dans la bibliographie canonique sur le célibat du clergé au IVe siècle, soit d'études qui fait une comparaison canonique entre les traditions orientales et occidentales de l'Église de l'époque. Les études qui existent en Orient traitent du célibat du point de vue historique, mais pas canonique, et surtout après le Concile Quinsexte. Il y a une autre raison qui m'a incité vers le choix de ces sujets. Depuis quelques années, il y a des courants de pensée dans la société et même dans les églises qui soutiennent l'avis que l'Église est hostile à la relation charnelle dans les mariages de prêtres. Ainsi, on voit à peu près la régénération des mêmes discussions qui ont eu lieu dans les premiers siècles. C'est pourquoi les multiples discussions actuelles sur une future demande de mariage des ministres après l'ordination à cause de leur faiblesse charnelle dans la perspective du prochain concile pan-orthodoxe de 2016 ont contribué pour beaucoup à ma décision d'élaborer cette thèse. L'objectif principal de notre étude n'est pas de nous confiner à une simple exposition des 5 canons, mais d'examiner également leur interprétation canonique dans l'Église du IVe siècle. Cette recherche contribue à trouver les réponses à 2 questions importantes. Si l'imposition du célibat à partir de 380 en Occident est en conformité avec la tradition commune de l'Église, et si cette imposition représente un déplacement canonique dans la tradition commune de l'Église orientale et occidentale de cette période. Pour répondre à ces questions principales de ma recherche, j'ai employé les méthodes suivantes. Concernant le choix des canons abordés, j'ai utilisé l'approche historique. Tout d'abord, j'ai choisi une période quasiment d'un siècle, en prenant comme le point central de la chronologie l'an 380, qui marque l'apparition de la première décrétale du pape Damas sur le célibat. J'ai étudié les canons de l'Orient et de l'Occident sur 3 périodes. La première embrasse le temps à partir du Concile œcuménique de Nicée de 325 jusqu'à l'an 380. La deuxième couvre les années de l'apparition des décrétales papales et la troisième touche la période après 380 jusqu'à 405, la publication de la décrétale du pape Innocent Ier Consulenti.
Ensuite, dans mon travail, j'ai appliqué vastement l'analyse textuelle qui m'a aidé à dégager le sens authentique des canons et à les présenter en français. Chaque fois, pour les canons provenant de l'Orient, je cite le texte en français et en grec aux citations, et pour les canons issus de l'Occident, je donne le texte en latin et en français, afin d'avoir une image complète de la situation canonique. Je cite les canons en grec selon la traduction en français tirée de la collection canonique de Janou. Pour établir la terminologie canonique en français, j'ai utilisé le glossaire canonique bilingue de l'archimandrate et professeur de droit canonique à l'Université d'Athènes et à l'Institut Sainte-Cherche à Paris, Père Grigorios Papafoumas. Pour les textes latins, nous avons utilisé la patrologie latine de Migne et le procès-verbaux de Mansi. Plus spécifiquement, pour les conciles particuliers gaulois, on a utilisé l'ouvrage de Godmet et pour les conciles particuliers africains, l'ouvrage de Mounier. Pour les textes en français, on a utilisé l'ouvrage de Fellé-Leclerc. Pour dégager l'essence authentique des canons en grec, je donne leur interprétation par les canonistes orientaux connus, Jonaras, Valsamon, Aristène et Saint Nicodème Latonique. C'est pourquoi j'utilise les collections canoniques fondamentales, Syndagme et Pidalium. Après l'exégèse des canonistes réputés, on a aussi exprimé l'avis des recherches. Vu l'absence de l'interprétation des canons latins par les canonistes réputés, nous faisons une telle interprétation nous-mêmes. Encore, j'ai utilisé le matériel patristique là où c'était absolument indispensable pour interpréter les canons et dégager leur sens authentique. Dans notre étude, nous analysons le décrétal des papes établissant le célibat avec la même méthode comme dans les cas des canons. De même manière, on aborde le document des pères grecs sur le sujet du célibat. Le choix des dispositions canoniques des pères grecs est défini par leur ratification d'un concile œcuménique ou particulier, car je voulais travailler exclusivement avec les canons acceptés par l'Église. Enfin, la méthode clé de notre thèse est l'approche comparative qui permet de répondre aux questions principales de la recherche sur le célibat au IVe siècle. Pour faire la comparaison entre l'Orient et l'Occident correctement et objectivement, on juxtapose les conciles uniquement d'une manière chronologique et les canons selon la numérisation. Il faut souligner aussi que nous avons mis des titres aux canons d'après notre avis et selon la relation qu'ils ont avec notre sujet. Nous établissons si les canons orientaux et occidentaux sont en accord entre eux ou non. On fait aussi la comparaison qui n'existe pas dans les ouvrages occidentaux consacrés ou décrétales examinés sur le célibat du clergé. À la fin de l'analyse, on évoque des conformités ou des désaccords entre les canons. La composition de ma thèse reflète ma méthodologie. L'ouvrage comporte 6 chapitres avec sous-chapitres. J'ai ajouté au commencement de la thèse l'introduction et à la fin la conclusion et la bibliographie, divisée en 3 groupes, auteurs anciens, ouvrages et articles. Dans le premier chapitre, sous le titre « La tradition paulinienne, première base d'un fondement de l'obligation du célibat des clercs », 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 9, j'examine les aspects de la péricope, car elle a défini l'approche des papes vers le célibat et elle est commune dans les décrétales examinés. C'est la raison pour laquelle ma thèse commence avec ces chapitres afin de retrouver l'interprétation authentique de cette péricope. Il est essentiel d'étudier chaque verset de ces péricopes pour voir quel est l'enseignement central de l'apôtre Paul dans cette péricope. Ainsi, l'apôtre était-il vraiment pour le célibat ou est-il reconnu que c'était un état vraiment spécial et que tous ne sont pas capables de mener une vie dans la chasteté incessante? Tout d'abord, on a cherché la réponse à cette interrogation chez les pères occidentaux et orientaux de l'époque afin de les voir leurs accords et divergences. On constate que cette citation de l'apôtre Paul est préférable pour les pères occidentaux et surtout pour ceux qui avaient une inclination vers l'ascétisme et le monachisme. Cela peut être présenté comme un retour vers l'esprit légaliste de l'Ancien Testament et du judaïsme. D'autre part, on traite les commentaires exégétiques des écrivains et des pères orientaux. Par exemple, Origène affirme que le verset 1b n'appartient pas à Saint Paul, mais à un groupe d'Ancratites qui se trouve à Corinthe. Ensuite, on cite l'interprétation de la péricope par Saint Jean Chrysostome et Théodore de Cire,
qui prouve que l'Église n'est pas négative ou hostile au mariage en général et au mariage de prêtres en particulier. Le deuxième chapitre, sous le titre « Les décisions conciliaires concernant le célibat et la continence acceptées en Orient », est divisé en deux sous-chapitres. Le premier présente les canons du Concile œcuménique de Nicée, 325, concernant notre sujet. On a noté qu'après la discussion au sein du Concile, les pères ont adopté une attitude commune sur le célibat et le mariage. Pour moi, c'est une expression canonique de l'enseignement commun pour l'Orient et l'Occident concernant le mariage de prêtres. De plus, c'est le critère de l'interprétation canonique du mariage de prêtres commun pour l'Orient et l'Occident. Le deuxième sous-chapitre présente les conciles particuliers en Occident, en Orient, avant 380, c'est-à-dire avant la première décrétale sur le célibat issu du pape Damas. J'ai choisi d'étudier d'abord l'attitude canonique vers le mariage de prêtres en Orient, car le christianisme est apparu en Orient et les chercheurs doivent avoir d'abord une image de la situation de cette région. On a découvert qu'en Orient, les pères de conciles particuliers suivent strictement l'interprétation authentique du mariage manifestée par le concile œcuménique de Nicée. Dans le troisième chapitre, sous le titre « Concile particulier en Orient » après 380, j'analyse le concile particulier de Laodicée, 380, et les canons apostoliques, fin 4e, début 5e siècle. Ces canons sont très importants car ils sont rédigés en Orient dans la période de la première décrétale du pape Damas. Le concile particulier de Laodicée a rédigé, parmi les autres, 3 canons extrêmement importants pour notre sujet. De nouveau, on voit que le concile particulier en Orient suit uniquement l'enseignement du concile de Nicée sur le mariage, même après la décrétale du pape Damas. Le 4e chapitre porte le titre « Les décisions conciliaires concernant le célibat et la continence en Occident ». Après avoir étudié la situation canonique sur le célibat et le mariage en Orient, avant et après 380, on interroge l'Occident sur la vie canonique concernant le mariage de prêtres avant l'apparition de la première décrétale sur le célibat et après 380. J'avoue que c'était un vrai défi pour moi en tant que chercheuse, car c'était la première fois que j'ai traité les canons de l'Occident. Le premier sous-chapitre parle des conciles particuliers en Occident avant 380. Dans notre recherche, on a étudié attentivement les nouveaux renseignements concernant le concile d'Elvire, que certains veulent présenter comme inexistant, mais l'influence de ces conciles montre nettement son existence de la vie de l'Église. Le concile d'Elvire est le plus ancien concile disciplinaire de l'Occident, dont l'œuvre législative est considérable, car il pose l'interdiction du commerce conjugal aux prêtres mariés pour la première fois, mais seulement au niveau local. Aussi, il pose l'interdiction du mariage aux prêtres et la ligne de ces conciles est suivie par les autres conciles occidentaux. Dans le deuxième sous-chapitre, j'étudie les conciles particuliers en Occident après 380. Ce qui est vraiment significatif est que certains canons des conciles de Carthage en 390 et en 401 et d'Hippone en 393 étaient adoptés par le concile particulier de Carthage de 419, qui est ratifié par le concile œcuménique Cunisext in Trullo. Ces canons suivent la ligne occidentale pour la défense du célibat. Même s'ils étaient convoqués en Afrique, ils suivent l'approche spirituelle occidentale. Donc, ces canons ont été ratifiés en Orient, mais ils ont été appliqués d'une manière médiocre. Le chapitre 5, sous le titre « Décrétale papale et obligation du célibat en Occident » est fondamental pour mon travail. On a posé ce chapitre après les conciles occidentaux pour montrer la continuité de la pensée occidentale sur notre sujet. Le chapitre 5 est divisé en 3 sous-chapitres. Je commence avec le pape Damas, car sa décrétale Dominus Inter, 380, est la première imposition canonique du célibat au niveau universel et non local. Le pape Damas fait les premiers efforts pour l'avancement du siège de Rome. Le deuxième sous-chapitre examine les 2 décrétales du pape Cyrus, Directa 385 et Cuminonum 386 ou 87. Les deux textes suivent la ligne du pape Damas concernant le mariage de clergé.
Le troisième sous-chapitre se divise en 2 paragraphes. Il traite de 2 décrétales du pape Innocent Ier et Titibi Consulente. Toutes les décrétales sont des lettres à des personnes spécifiques, mais elles portent l'autorité papale. Avec Innocent Ier, l'imposition du célibat commence à avoir une forme plus autorisée encore. Ce chapitre est court, mais l'importance des décrétales justifie la création d'un chapitre séparé. Mon analyse montre que la pensée et la pratique des papes sont loin de la tradition de l'Église et de l'esprit synodal, car ils posent leur avis au-dessous des décisions du Concile œcuménique de Nicée. Le dernier chapitre porte le titre « Le canon des Pères d'Orient sur le célibat et la continence du clergé » et se compose de 2 sous-chapitres. Le premier sous-chapitre représente le canon des Pères grecs avant 380 et le deuxième après. C'est toujours le même schéma des périodes historiques de la recherche, comme dans le cas des conciles de l'Orient et de l'Occident. J'ai choisi de présenter les canons des Pères grecs après ceux des conciles, car dans l'Église, leur canon se pose après les canons des conciles, même si leur valeur est identique. Ce chapitre aboutit à la conclusion que les pères grecs ne considèrent pas les ministres mariés comme inférieurs aux célibataires, et ils soutiennent leur famille et leur mariage en suivant la position du premier concile œcuménique de Nicée. Dans la conclusion, se consigne les conclusions principales auxquelles l'étude et le traitement de mon sujet ont abouti, en déterminant ainsi les nouveaux éléments et sa contribution à la recherche concernant le célibat pendant le IVe siècle. Les papes Damas, Cyrus et Innocent Ier ont fait une interprétation erronée de la péricope mentionnée et ils ont transformé le dynamisme eschatologique de l'apôtre Paul en une position gnostique sur le mariage. Au contraire, l'Orient suit la voie juste et considère le mariage comme honorable pour tous les fidèles, y compris les prêtres, en soulignant que le célibat est un don de Dieu et une situation charismatique et particulière. On constate que la position occidentale sur le mariage au IVe siècle est un déplacement canonique. L'Église en Occident commence à se distinguer sur les questions primordiales pour la foi en s'écartant des décisions canoniques du Concile œcuménique de Nicée sur le mariage des prêtres, en considérant que la grâce de tous les sacrements dépend du prêtre et pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi elle réfute la relation conjugale des ministres. Même si la raison de rédiger une telle étude était importante, il n'était pas facile de l'exécuter. La plus grande difficulté se trouvait à l'attribution en français des notions grecques. Ensuite, j'observais que les collections canoniques qui contiennent des canons en français n'attribuent pas, dans beaucoup de cas, la vraie notion du grec en français. Pour cette raison, il fallait citer les différences existantes dans les canons avec ma propre traduction. Une autre difficulté était de définir les limites pour éviter les dangers du verbiage. Par exemple, les premiers plans du sujet de la thèse ont contenu 2 chapitres supplémentaires, un pour Saint Augustin et Saint Ambroise de Milan et un autre chapitre nomocanonique pour les Côtes d'Ossian. Il était vraiment impossible de suivre ces plans. C'est pourquoi j'ai pris la décision de les supprimer. Une petite observation sur la bibliographie et les difficultés. Malheureusement, on a fini l'écriture de la thèse quand le nouvel ouvrage de M. Marcel Metzger, sous le titre « L'Église dans l'Empire romain, les cultes, volume 1, les institutions, Rome, 2015 » apparu. Après la soutenance, on va inclure cet ouvrage à la bibliographie de notre travail. À l'avenir, je pense qu'on pourrait rédiger une étude nomocanonique sur le célibat du clergé en utilisant le Code d'Ossian, qui représente une source très importante sur le sujet. On pourrait aussi examiner toutes les péricopes pauliniennes ou toutes les péricopes du Nouveau Testament sur le mariage et la vie célibataire. La position de Saint Augustin sur le mariage, en comparaison avec la tradition canonique orientale, pourrait aussi devenir un objet de recherche à l'avenir. De plus, le Concile de Carthage de 419, début du Ve siècle, est très riche comme source concernant notre sujet, et ces décisions pourraient devenir l'objet d'une étude détaillée. À la fin, j'aimerais bien exprimer mes remerciements d'abord au Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Grèce qui depuis 2009 m'a gratifié une bourse afin de faire mes études à Strasbourg.
Ensuite, je remercie mon professeur à l'Université d'Athènes et canoniste reconnu, M. Vlasios Fivas, pour l'apprentissage et l'expérience précieuse auprès de lui. Toute ma reconnaissance va également aux représentants de l'Église orthodoxe russe au Conseil de l'Europe et recteur de la paroisse orthodoxe russe à Strasbourg, l'higoumène Philippe Riabik, qui m'a soutenu matériellement et spirituellement pour finir mes études après l'incapacité de l'Église de Grèce à cause de la crise financière de continuer le financement comme auparavant. Je voudrais remercier aussi mon professeur, M. Jean-Luc Ibel, pour sa patience et sa tolérance, car il m'a donné la liberté de faire la recherche comme je le voulais, en respectant d'une manière discrète mes particularités personnelles. Mes remerciements à M. Arthur Philippe Malade, qui m'a aidé beaucoup pour la rédaction du texte français. Merci beaucoup. Merci pour votre exposé.